mécanique quantique maintenant depuis un peu plus de 20 ans, sur les fondations de la mécanique quantique plutôt, sur les différentes interprétations. Et c'est un travail que je fais avec mon père Michel Bongrand. Et cette année, j'ai donné un cours justement à l'ENSET à Toulouse, justement sur les bases physiques pour l'ordinateur quantique. Donc c'est un petit peu sur ces bases-là que je vais vous présenter mes travaux qui ne sont pas sur vraiment l'algorithmique, mais qui vont être sur les bases physiques. Et c'est un travail collectif, donc je remets Camille Nous. Bonjour. J'ai trouvé. Donc il y a différents types d'ordinateurs quantiques. Je ne vais pas m'intéresser des simulateurs quantiques. Je ne vais pas m'intéresser non plus aux ordinateurs adiabatiques. Alors je vais considérer que vous avez des bonnes connaissances déjà. Parce que sinon ça va être un peu long. Et je vais plutôt m'intéresser aux calculateurs quantiques, c'est-à-dire ceux qui utilisent ce qu'on appelle des portes quantiques, portes logiques quantiques et des qubits, et qui vous parlent un peu de parallélisme quantique. Et c'est alors il y a deux types. Hein. Je ne vais pas m'intéresser aux ordinateurs qui ne font pas de correcteurs, qui n'utilisent pas les correcteurs d'erreur. Hein. C'est ce qu'on entend généralement médiatiquement avec les déclarations de Google qui dit on a atteint la suprématie quantique, etc. Parce que bon, ça ne permet pas de faire de calcul. Je vais m'intéresser aux seuls ordinateurs qui peuvent avoir une utilité, c'est-à-dire aux ordinateurs avec correcteur d'erreur. Voilà. Et donc, je vais voir un peu l'état de l'art sur Shor et Grover, sur les implémentations possibles, et parler des difficultés théoriques et pratiques du passage à l'échelle. Alors, première chose, c'était là, juste pour un tout petit peu rappeler le potentiel des calculateurs quantiques. Alors, c'est peut-être une évidence pour la majeure partie des gens qui ont déjà suivi et déjà informés sur ces sujets-là. C'est que, évidemment, ça ne prétend pas résoudre de façon polynomiale des problèmes NP complets. C'est la classe BQR hein, de problèmes c'est les problèmes qui sont susceptibles d'être résolus de façon polynomiale et qui ne le sont pas avec des ordinateurs classiques. Et notamment, il y a l'algorithme de Shor dedans. Et il y a quelques autres algorithmes. Et l'autre usage dont je vais parler un petit peu, c'est sur c'est des algorithmes qui sont déjà polynomiaux, mais ils permettent d'accélérer, donc des speed-up quantiques, qui permettent d'accélérer avec, par exemple, l'algorithme de Grover. Alors, je ne vais pas en parler. Ça, c'est des bases, donc je ne vais pas non plus en parler. J'en reviendrai peut-être tout à l'heure sur ces aspects-là. Mais je vais tout de suite parler des algorithmes de Grover, un petit peu de là de Grover. Donc c'est un algorithme qui va chercher dans une liste non triée un élément. Donc il le fait en grand taux de racine de n, alors que évidemment, classiquement, on est en grand taux de n. Et ici, j'ai mis les réalisations qui ont été réalisées depuis 1998. Donc l'algorithme de Grover, c'est 1997. L'équipe du MIT de Chuang, avec la technologie de résonance magnétique, a fait une implémentation de ça avec 2 qubits. Donc c'était en 98. Il a amélioré la technique en 2000 pour faire avec 3 qubits. Alors 3 qubits, ça fait en fait une liste de 8 éléments. Donc c'était pour chercher une liste de 8 éléments. Après, il s'est aperçu que la technique ne permettait pas de passer à l'échelle, donc il a abandonné. Et d'autres technologies ont été préférées, ont été testées. Donc il y avait les ions piégés, par exemple, qui aussi a permis, vous voyez, en 2005 avec 2 qubits et en 2017 avec 3 qubits, d'arriver à faire
Mais après, à chaque fois, le passage à un niveau, arriver à 3 qubits, il n'y a pas de souci. Il y a comme un très grand travail, mais il n'y a pas ils y arrivent avec les différentes technologies, avec les supraconducteurs aussi. Mais ils bloquent sur une liste de, alors à ma connaissance, peut-être qu'il y a des développements plus importants, sur des listes plus importantes. Alors évidemment, on peut tester maintenant aussi via les solvers, les vrais ordinateurs que IBM donne en accès sur certains solvers. Et il y a pas mal de papiers qui utilisent ça. Et là, je remettais des tests qui avaient été faits sur, par exemple, avec 4 qubits. Et on a le taux de succès qui, pour 3 qubits, est assez faible. C'est un peu plus que 50%, on est à 60% de réussite. Et pour 4 qubits, en fait, ils trouvent avec une chance, avec 6% de succès. Donc c'est avec beaucoup d'erreurs. Voilà. Donc ça c'est pour Grover, le speed-up quantique. Pour Shor, alors c'est un peu la même histoire. Hein, c'est un algo aussi qui est de 94. Chuang, qui était quand même le grand leader avec sa méthode RMN, après avoir fait Grover, il s'est intéressé à cet algo avec 7 qubits. Donc c'était pour factoriser le nombre 15. Donc c'était en 2001, c'était il y a plus de 20 ans. Et il a amélioré la technique. Non, MNR, en fait, il avait fait avec. Il s'est arrêté là, il ne pouvait pas aller monter à l'échelle au-dessus, il a changé de technologie. Et il y a d'autres technologies qui ont été mises avant, et ils ont réussi à passer à 21. C'était avec des photons en 2012. Et depuis, on n'avance pas beaucoup non plus. Pareil, hein, donc c'est à chaque fois qu'il y a une... Alors, pour que ce soit intéressant, en fait, l'algorithme de Grover, de Shor, hein, ça serait... je donne un petit peu l'idée des calculs, c'est-à-dire que ici, on est limité à des nombres de 15 à 21. Pour que ce soit intéressant dans la pratique, c'est-à-dire, par exemple, casser une clé RSA, on devrait avoir, en fait, des nombres de 230 chiffres, hein, ça fait à peu près... 2160 qubits logiques et en fait plus de 1 milliard de portes, ce qui fait beaucoup. Alors toutes les astuces des personnes qui implémentent ces algorithmes, c'est de dire comment je récupère un maximum des portes, comment j'en utilise le minimum possible, comment je réutilise. Donc il y a toute une ingénierie en disant, en fait, quelles sont les astuces pour ne pas utiliser, en fait, l'algorithme, pas appliquer l'algorithme de Shor du papier, mais faire un algorithme de Shor plus intelligent, mais qui est en fait très spécifique, c'est-à-dire que les algorithmes, ici, c'était pas vraiment de l'algorithme de Shor, c'était vraiment de l'algorithme de Shor pour 15, parce qu'on savait on savait le résultat, et on savait combien de bits on fallait pour coder 7, 5 et 3, et donc c'est très spécifique. Tout ça pour vous dire que, grosso modo, depuis pas mal de temps, ça patine. Voilà, même si on en parle beaucoup. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est des problèmes uniquement pratiques, ou est-ce que c'est aussi des problèmes, et ça va être mon point de vue, théoriques. Et alors, je vais balayer quelques problèmes sur ça. Alors, la première raison que je vais évoquer, c'est que le qubit logique, celui de l'informatique quantique, n'est pas physique. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec, en fait, l'algorithmique quantique est complètement exacte, mais elle ne se base pas sur quelque chose de réel. En tout cas, alors, l'idée de base, la première point, c'est-à-dire que le qubit, en informatique quantique, il est ponctuel.
5 minutes super, donc j'avais 4 raisons, donc je vais aller beaucoup plus vite. Alors qu'en fait, quand on étudie la fonction en mécanique quantique, rien n'est ponctuel. On a toujours, c'est la base en fait de n'importe quel. On le retrouve dans l'équation, dans les cahiers d'Heisenberg. Et donc il y a toujours un. C'est-à-dire qu'on représente le qubit comme un état à deux états. Mais en fait, il y a toujours une extension spatiale. Et cette extension spatiale, quand il y a plusieurs qubits en question, eh ben, chacune va avoir une extension spatiale, et 2 qubits qui vont être dans l'état 1, en fait, ils sont différents parce qu'ils n'ont pas forcément la même extension spatiale. Donc en fait, voilà. Et l'idée, pour vous donner un petit peu l'analogie, c'est que quand on va faire des factorisations, hein, par exemple ici, je donne un exemple assez basique, ici on a 2 additions, 3 multiplications. Si on factorise, ben, on n'a plus qu'une multiplication et 2 additions. Mais si le A n'est pas le même, eh ben, on ne fait que du calcul approché. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ben, c'est la porte C-note. Alors, il y a un théorème qui dit qu'on peut faire toutes les transformations qu'on veut si on a des transformations unaires sur des qubits et si on peut utiliser la porte C-note. Donc, théoriquement, avec ces 2 briques-là, avec les portes unaires et C-note, on fait ce que veut. Alors, évidemment, mais ce qui se passe, et ce qui est toujours vrai, c'est que C-note, typiquement, ça doit être réversible, hein, et c'est lui-même qui est son inverse. C'est-à-dire que si on attaque 2 fois C-note, on retrouve la valeur phi. Mais, donc ça, c'est la matrice C-note, pour 2 qubits. Hein, et celle-ci n'existe pas, hein, c'est toujours des approximations, il y a toujours des erreurs, et il suffit de rajouter une toute petite erreur, et quelle que soit la puissance de calcul, si on utilise beaucoup de ces notes, on aura toujours des calculs approchés, et on n'y arrivera jamais. Et sachant qu'en plus, 2 portes ces notes n'ont pas la même erreur, hein, on ne connaît pas les erreurs, et c'est jamais la même. Hein, là, je l'ai mis si on l'applique 2p fois. Voilà. Donc l'idée, quand on doit faire factoriser 15, ben, on a dit que ça nécessitait 4000 portes logiques, donc on a des erreurs. Donc, impossibilité de factoriser des grands nombres. Troisième point, peut-être que je vais m'arrêter là-dessus, parce que c'est que le parallélisme quantique, est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il est fictif? Et ça, c'est l'interprétation, c'est quelle interprétation on donne à la superposition. Et c'est le côté, justement, là, plus théorique, en disant, ben, qu'est-ce que ça signifie? Et donc là, au niveau historique, il y a un grand débat qui a opposé depuis le début les physiciens, en disant, ben, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est mathématique? Est-ce que c'est une représentation mathématique d'une réalité qu'on ne connaît pas, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de parallèle? Et l'idée de ça, il y a 3, grosso modo, en interprétation, il y a une vingtaine d'interprétations différentes de la mécanique quantique. J'en prends 3. La plus commune, historiquement, c'est l'interprétation de Copenhague, qui va dire que cette fois-ci, il y a un véritable aléa. Alors, je peux donner peut-être un petit exemple rapide. Vous imaginez qu'on a un laser. Donc le laser va arriver, le laser n'est pas ponctuel, un pointeur laser, et en général, s'il est très loin, ça va faire une grosse tache ici, et vous allez avoir des impacts ici de chacun des photons, des milliers, c'est pour ça que vous voyez des photons. Dans l'interprétation de Copenhague, ben en fait, tous les photons, dans l'interprétation, c'est classique, c'est que tous les photons ont la même fonction d'onde. C'est-à-dire que quand le rayon arrive ici, ils ont tous la même fonction d'onde, et ils sont tous identiques, et quand ils arrivent à l'écran, paf, ils deviennent corpuscules. C'est au moment de la mesure que l'onde devient corpuscule. Voilà. Mais juste avant, il n'y avait pas de position, il n'y avait pas de... Deuxième interprétation, c'est celle des mondes multiples qui est très à la mode maintenant, avec le monde d'Everett, c'est de dire qu'en fait, chaque impact, ça correspond en fait à un monde différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un impact ici, un impact ici, on a dupliqué la salle en des milliards de mondes différents, des mondes différents,
et ça va être la fin. Et donc, voilà, nous, on est dans un des mondes, et donc on va voir un des impacts. Donc c'est qu'une onde, et la dernière interprétation, qui est celle de Bohr-Bohm, qui va dire, en fait, si j'ai un impact ici vers le bas, c'est parce que, en fait, il y a une information manquante, c'est quand j'ai émis au niveau de mon laser, ben, c'est parce qu'il était en bas. Donc on décrit, on complète la description de la fonction d'onde avec une position. Et donc, voilà. Donc, dans cette interprétation, la dernière, le parallélisme, en fait, c'est une incomplétude. C'est pas un vrai parallélisme, c'est plutôt une information qui va être manquante. Et dans ce cas-là, ça serait pas possible dans le cas de cette interprétation. Et dans ces deux-là, ça serait possible. Je m'arrête parce que je suis déjà à la bourre. Vous avez du retard. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je ne vois pas pourquoi la raison 3 pose problème en fait. La raison 3 Oui. Qu'est-ce qu'elle implique pour la construction de beaucoup de Philippe en fait, ça veut dire que la superposition qui est la base, c'est qu'on n'est pas simultanément dans les deux états à la fois, on est dans un état intermédiaire. C'est-à-dire que, je donne une pièce de beauté, tu pourrais dire qu'elle est dans une quand elle virevolte, elle est dans une superposition de l'état pile et face. Sauf qu'en fait, parce qu'on peut la sauf qu'en fait, elle n'est pas tu vas pas faire un calcul avec 0 et avec 1, elle va être pile et face, tu vas avoir simplement un état intermédiaire qui n'est pas mesurable, hein, c'est important, mais tu ne vas pas pouvoir faire de calcul à la fois dans le monde de 0 et dans le monde de 1. C'est-à-dire que tu vas faire un calcul avec... c'est comme si tu faisais un calcul avec 0,5, quoi, par exemple. Au lieu de 1 et 0, à la fin, tu vas avoir des calculs un petit peu différents. Alors après, ça peut marcher quand même. Parce que ça a quand même marché pour 15, 21, les calculs. Souvent, ça s'explique assez facilement dans l'interprétation de Bohm, pour tout ce qui est quand ça travaille avec des populations. C'est-à-dire que le qubit est codé par des milliards de spins, par exemple, dans la RMN. Ça s'explique très bien, parce qu'en fait, c'est pas un qubit individuel, c'est un qubit statistique. Et cette notion de qubit statistique s'explique très bien dans l'interprétation de Debré. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais on pourra peut-être en discuter. Une dernière question. Ouais. De la dernière interprétation, tu as presque dit la parole incomplétude. Il y a. Comment J'ai peut-être mal compris le truc, mais du coup, je me demande. J'ai l'impression, quand tu présentais, que c'était un truc qui n'était pas concerné par les inégalités de Bell, par exemple. Il me semblait que. Dans le lore classique, ce truc-là a été résolu par les inégalités de Bell. Alors, en quoi ce truc-là échappe? Est-ce que tu peux arriver à dire facilement et rapidement la caractéristique qui fait que ça ne rentre pas dans la démonstration de Bell Je te dirais que Bell était plutôt bohmien. Tu vois. Ouais. Te dire le truc et te dire que justement, c'est fondamentalement c'est une méthode non locale. La théorie de Bohr-Bohm, elle a été même un peu refusée au départ parce qu'elle était explicitement non locale. C'est-à-dire que ça je pourrais en détailler, mais c'est vrai que tout de suite c'est un petit... C'est absolument... Alors ça a été utilisé pour l'éjecter, mais en fait, je dirais même, en reprenant historiquement les faits, c'est grâce à des bohmiens qu'on a fait les expériences d'aspect, hein, et qu'on a montré la non-localité de... Avant, c'était considéré comme la non-localité était considérée j'inverserai le propos. Okay, donc ça clôt pas, ça n'a pas clos dedans, en fait. Ça a clos sur les variables cachées locales, mais pas sur les variables
caché, non local, et le modèle de Breubaum est un modèle à valable cachée non local. Voilà, mais ça on peut clore la question, mais ça, donc c'est la preuve, quoi. Je dis pas que c'est moi j'y crois à celle-ci, hein, mais je peux pas le prouver, quoi. C'est la non-localité, ok. Ça simplement dit que ça peut exister. C'est pas invalidé, quoi, du tout par aspect. D'ailleurs, il le dit lui-même. D'accord. Merci. Merci Alexandre. Maintenant, Samuel va nous